Alors, bonjour tout le monde, Isabelle de Conscience du Peuple sur Média Infocité. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir une invitée très spéciale à mes yeux parce qu'elle s'occupe de sujets qui sont très préoccupants, qui sont à la fois intéressants et troublants. Alors, sans plus tarder, je vous présente Madame Mila Alekovic. Bonjour, Madame Alekovic, comment ça va? Bonjour, bonjour et ça va très bien et merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler pour vous, pour votre pays, vos compatriotes et nos amis qui se battent comme nous. Oui, on est des grands, on est dans une guerre commune. On est Oui, tout à ensemble. fait. Tout à Je fait. vais essayer de, je vais essayer de faire simple, de parler d'une façon compréhensible, peut-être pas trop technique, peut-être un petit peu, bon, mais j'espère que je serai compréhensible ce soir. Vous l'êtes tout à fait dans toutes les interventions que j'ai écoutées de vous. Vous êtes tout à fait clair. Je vais vous présenter Madame Alekovic pour que les gens puissent savoir votre parcours professionnel, votre parcours, bon, qu'est-ce qui vous distingue d'autres interlocuteurs parce que vous avez un parcours atypique. Alors, d'abord, j'aimerais remercier, c'est vrai, Carl Brochu de la chaîne Radio Infocité sur YouTube. C'est grâce à Carl si j'ai pu être en contact avec vous. Fait que je remercie Carl Brochu. Merci, Carl. Puis d'ailleurs, sur la chaîne Radio Infocité, on peut voir plusieurs interventions que vous avez faites, Madame Alekovic. Donc, j'invite les auditeurs à aller écouter aussi la chaîne Radio Infocité pour vous entendre approfondir certains sujets. Donc, vous êtes d'origine serbe. Donc, en ce moment, Madame Alekovic, vous êtes en Serbie, là, si je me trompe. En ce moment, je suis ici jusqu'au printemps. Après, on sera en France pour continuer notre lutte en France. C'est une situation catastrophique en France en ce moment. Maintenant, je suis à Belgrade, oui, en ce moment, oui. OK. J'espère que les Serbes sont le peuple de Nikola Tesla, vous savez qui était Nikola Tesla, mais Oui. on a quand même toujours des problèmes techniques. Donc, Vous n'êtes pas à j'espère que l'abri de ça ça. ira sans problème ce soir. Voilà. Donc, pour votre parcours professionnel, vous êtes titulaire d'un doctorat, ben, d'un parcours vers un doctorat en philosophie, en psychologie et en psychiatrie anthropologique. Mhm. Vous êtes aujourd'hui professeur de neuropsychologie et de psychiatrie anthropologique. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous détailler un peu de quoi il s'agit. La psychiatrie, tout le monde connaît, mais Oui. la précision anthropologique. Vous êtes auteur de plusieurs livres et de centaines d'articles. Vous avez donné des conférences partout dans le monde et ce que j'ai vu, vous êtes même venu à Montréal, au Québec. Donc, Oui. vous faites partie des intellectuels européens parmi les plus engagés socialement, et j'insiste là-dessus. Vos combats, la souveraineté des nations, la liberté des peuples, la manipulation, le conditionnement des populations, ce qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale. Vous menez un combat contre la guerre psychologique et la guerre psychiatrique. Au cours de cette entrevue, nous allons discuter de la psychiatrie noire, une appellation que je ne connaissais pas et que j'ai connue grâce à vous, de la psychopathologie de certains de nos dirigeants, des caractéristiques des psychopathes intelligents et de leur mode d'action au sein de nos sociétés. Vous allez probablement donner quelques exemples, entre autres Donald Trump, qui pour moi est un personnage plus grand que nature. Donc, j'aimerais vous entendre, si on a le temps, nous parler un peu de la personnalité de Donald Trump. Je sais que vous l'avez fait dans d'autres entrevues concernant Jeffrey Epstein, Bill Gates, bon, Oui, plusieurs c'est ça. noms que Oui. tout le monde connaît. Et en conclusion, Madame Alekovic, je vais vous demander à quoi s'attendre avec tout ce que vous allez nous avoir présenté, à quoi s'attendre dans un futur proche et comment se préparer parce que nous, ici à Média Infocité, on amène les problématiques, les grands enjeux de notre société, mais on aime bien amener les gens vers des solutions parce que c'est la question que les gens se posent. Comment on peut se préparer face à la description des gens que vous allez nous présenter tout à l'heure. Alors, pour la première question, Madame Alekovic, pouvez-vous nous parler des stratégies de base de la manipulation des populations, ce que vous appelez aussi la psychiatrie noire, ce Oui. qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs de nos proches semblent avoir perdu la raison, soit leur capacité à discerner ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l'est pas. Je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Beaucoup de familles se sont disloquées, des membres de famille ne se parlent plus, des disputes, des gens qui s'entendaient très bien avant la crise qu'on a connue et
qui Oui. aujourd'hui sont complètement, ils n'arrivent même plus à se communiquer. Alors, comment on peut expliquer ça, Madame Alekovic? Je vous laisse. La parole. Merci. Encore une fois, merci pour votre invitation. Oui, je connais bien votre pays et vous m'entendez bien, j'espère. Très bien. C'est d'accord. Très bien. Je connais bien votre pays et j'étais moi-même un peu étonnée de voir une régression psychologique, sociale, à tous les niveaux d'un pays merveilleux comme Canada, pour ne pas parler de l'Europe et des Balkans et la Russie et tous les autres pays qu'on connaît. Mais en regardant ce qui se passe au Canada, qui pour nous était un pays totalement européen, réglé, normal, social, altruiste, j'ai compris que ce que vous avez dit, ingénierie sociale et cette opération de la Covid ou du Covid, comme vous voulez, a complètement réussi. Et là, j'ai commencé depuis 2019 déjà de parler de l'ingénierie sociale et de la manipulation de la psychiatrie noire. Dans les termes anglo-saxons, on dit black psychiatry, dark psychiatry, Mhm. euh, qui, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait se préparer et qui, si vous voulez, que l'histoire se répète. Maintenant, quand on pose la question pourquoi l'histoire se répète, déjà, il faut savoir que la psychiatrie noire n'est rien de nouveau, sauf qu'elle a de nouvelles technologies et méthodes, surtout les nanotechnologies aujourd'hui et d'autres méthodes psychologiques nouvelles qui sont en jeu. Mais en fait, c'est une pratique très ancienne qui commence déjà avec toute guerre psychologique, déjà toute guerre psychologique dans l'histoire. Je ne vais pas parler d'histoire, mais juste pour dire quelques mots là-dessus. Il y a déjà dans l'ancienne Chine, vous avez la première guerre psychologique avec, c'est l'art de la guerre, Art of War de Sun Tzu. Et là, vous avez déjà tout un système des méthodes psychologiques de la guerre psychologique. Ensuite, nous avons tout ça à travers l'histoire d'excellents psychologues. C'est pour dire que ma profession, c'est quelque chose, comment dire, c'est rien de nouveau. Hein. Il faut toujours avoir cette honnêteté intellectuelle de partir de l'histoire Mhm. pour arriver jusqu'à la psychiatrie et la psychologie d'aujourd'hui. Alors, déjà, nous avons, au cours de l'Inquisition, nous avons Ignacy de Loyola, qui était un excellent psychologue et un manipulateur parfait. Il connaissait parfaitement la psychologie de l'enfant, la psychologie tout court. Donc, il y avait des stratégies déjà à l'époque qui étaient très développées. Comment manipuler l'esprit des individus, des collectifs, la sociologie, la psychologie sociale, etc., etc. Donc, c'est rien de nouveau. Mais à partir des années 20 du siècle dernier, après la découverte d'un médecin soviétique, en fait russe, Ivan Pavlov, qui était un médecin militaire, nous avons découvert le réflexe conditionné et qui est avec le chien de Pavlov, tout le Bien monde sûr. connaît l'épisode, Bien voilà, sûr. mais qui est à la base de tout autre conditionnement. Là, c'était un conditionnement physiologique simple, mais qui est à la base de tout autre conditionnement psychologique, affectif, etc., etc. Et ensuite, l'école américaine de Behavior Psychology, la psychologie du comportement, avec les grands scientifiques comme Skinner, Guthrie, Keller, Thorndike, Harlow, Lawrence et les autres, ont repris finalement cette découverte du réflexe classique conditionné et ils ont développé une psychologie du comportement en faisant des expériences sur les rats, sur les animaux en fait, mais surtout sur les rats. Et là, c'était une grande science. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut sous-estimer. La psychologie du comportement qui était faite dans les laboratoires des années 30 et 40 et 50 dans les laboratoires des États-Unis est vraiment une école du comportement très importante qui a été transférée dans le domaine de la sociologie humaine. Et à Mhm. ce moment-là, finalement, c'est ça la vraie naissance de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qui va ensuite nous donner un darwinisme social et tout ce que vous voulez, tout ce qu'on Ouais. regarde aujourd'hui, mais là, je vais passer à des choses beaucoup plus importantes. Donc, une fois
l'école américaine du comportement, de la psychologie du comportement et les expériences sur les animaux transférées ou transportées ou traduites, comme vous voulez, dans la sociologie humaine, on a vu la naissance de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ce n'est que ça. Ce sont des lois, des éthologues. Les éthologues, ce sont des scientifiques qui font les expériences uniquement dans le côté phylogénétique, c'est-à-dire sur les animaux. Une fois quand on applique ça sur les humains, dans notre société humaine, on obtient la vraie ingénierie sociale. Parce que nous ne sommes pas on est quand même, on n'est pas des primates, on est quand même des humains. C'est un peu différent. Mais l'ingénierie sociale et le darwinisme social, c'est tout à fait la même équation. C'est-à-dire ce qui vaut pour les chats et les chiens et les petits singes et tout ça, ça vaut pour les humains aussi. Ce qui Mhm. n'est pas faux complètement, parce que nous avons tous le réflexe conditionné, C'est ça. physiologique. Seulement, il y a des niveaux beaucoup plus hauts chez les humains qui sont attaqués par l'ingénierie sociale, qui sont attaqués on va voir comment. Maintenant, ça, c'est le conditionnement physiologique et le conditionnement affectif, c'est-à-dire émotif, qui est à un niveau un peu plus haut, c'est notre quotidien. Hein. C'est dans tout, partout, tout autour, partout de nous, nous avons le conditionnement. Dans les publicités, dans les réclames, dans les campagnes électorales, je ne sais pas, surtout sur le marché, acheter ça, etc., acheter, vendre. Dans ce monde d'achat et de vente, le conditionnement est très important. C'est un conditionnement simple, persistant, permanent, pas du tout très intelligent, mais c'est la répétition qui compte et ça fonctionne toujours. Et ça, c'est la manipulation générale. C'est la manipulation la plus générale, comment dire, la plus simple, la plus ordinaire, la plus banale. Il y a un côté dans la manipulation des humains, des individus ou des collectifs, il y a un côté qui est beaucoup plus dangereux, qui est beaucoup plus secret, si on peut dire, qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus délicat et qui est totalement interdit par notre science éthique et par notre sermon d'Hippocrate. Et ce domaine-là, ce n'est pas la manipulation simple, comme je viens de dire, mais c'est un côté très dangereux de l'abus de toutes les lois de la psychopathologie contre les humains euh, à- dans les buts idéologiques, politiques, répressifs et tout autre. Et ce domaine-là, qui est le domaine beaucoup plus secret, c'est la partie sombre, on peut dire, de la manipulation générale. Et la partie sombre, la partie très particulière, je l'appelle la psychiatrie noire ou la psychopathologie noire, comme vous voulez, en fait dark, black, comme vous voulez, n'importe quel concept. Et ça, c'est vraiment l'abus de... Ça, déjà, c'est quelque chose qui est interdit par notre science, par l'éthique, et qui est interdit par le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne doit pas faire. C'est ce que tous ceux qui, enfin, nous, quand nous faisons notre serment d'Hippocrate, nous jurons que jamais, jamais, on ne fera pas des expériences pareilles sur les humains. Alors, D'accord. malheureusement, ça se fait, et beaucoup de collègues de tous les niveaux, très souvent violent le serment d'Hippocrate et ils sont très souvent corrompus, achetés par les services politiques, idéologiques, répressifs et autres. Et ils aident justement les appareils totalitaires et répressifs à travers le monde. Ils les aident pour leur expliquer comment faire pour manipuler vraiment l'humain. C'est-à-dire, cette fois-ci, pas pour manipuler simplement, mais pour faire le contrôle mental, D'accord. euh, dur et pur et dur. Parce que les politiques n'en savent rien. Hein. Ils ne sauraient jamais faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas des collègues qui leur expliquent tout ça d'une façon malhonnête, interdite par notre morale et éthique. Mais c'est comme ça. Il y a malheureusement des collègues qui
contribuent à tout cela. D'ailleurs, il y avait un qui était très connu, un psychiatre très connu qui a vécu longtemps au Canada et qui a fait des expériences sur justement un Allen Memorial Institute in Montreal, et Dr. c'était Cameron. Donald Evan Cameron. Oui. Alors, et plein d'autres, plein d'autres. Il n'y a pas que lui, mais lui, il était au Canada, c'est pour ça que je le mentionne. Il était très longtemps et son programme était très développé aux États-Unis, partout aux États-Unis et spécialement au Canada. Et son programme était publié ouvertement dans le American Journal of Psychiatry en 1956, un programme de torture des patients, des clients, des malades, vraiment un programme affreux, mais ça a été traité comme quelque chose de scientifique. Il n'y avait aucun problème de publier ça. Et lui, il a été financé par American Intelligence Agency, et il a travaillé pour eux. En fait, la psychiatrie noire, c'est maintenant, elle a donc deux côtés. D'un côté, c'est la manipulation simple et toutes sortes de diversions. Ça, c'est quelque chose de très banal dans le monde de la psychologie sociale. Les diversions sont partout, il y a rien de particulier dedans. On en reviendra, par exemple, aujourd'hui, à la grande diversion de parler des idéologies qui n'en sont pas, qui sont pas des idéologies. Vous avez, par exemple, aujourd'hui le wokisme, une nouvelle soi-disant idéologie de gauche, mais c'est rien du tout. C'est n'importe quoi. C'est un jeu de langage. Ouais. Comme aurait dit un philosophe Ludwig Wittgenstein, ce sont des jeux de langage. Le wokisme, c'est rien du tout. C'est 3 fois 0. Mais voilà, il y a un nouveau terme, le wokisme. Et les gens sont très flattés. On est dans le C'est un ennemi qu'on a créé. voilà, oui, mais en fait, c'est rien, hein, c'est la coquille vide. Il y a rien, il y a pas, c'est pas la, que c'est la gauche. La gauche, si elle existe, elle a son idéologie depuis plusieurs siècles. C'est rien, le wokisme, c'est rien. Mais c'est un nouveau terme. Alors, il y a comme ça, vous voyez, c'est la mode. Bon, ça, ce sont des diversions pures et simples. Et ça, c'est pas grave. C'est plutôt ridicule, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, ce sont les méthodes de la psychiatrie noire qui sont utilisées contre les humains, c'est-à-dire, encore une fois, ce sont les lois psychopathologiques. La Mhm. psychopathologie, c'est une science. À partir de Jaspers et tous ces grands noms que nous étudions tous, évidemment. Et la psychiatrie, c'est une application de cette science. Souvent un abus et comment dire, une instrumentalisation de la science. Donc la psychiatrie, c'est tout simplement la pratique. La science, c'est la psychopathologie. Il faut connaître bien l'être humain pour connaître les lois de la psychopathologie. Mais les lois, en fait, le limace rouge entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain est très, très fin et très vulnérable, si on peut dire. Donc, le limace, la frontière entre la psychologie et la psychiatrie, disons, et vraiment, c'est quelque chose c'est quelque chose de très, très mince. C'est-à-dire que c'est finalement un seul domaine, hein. Tout un chacun pourrait devenir malade vulnérable dans un moment de sa vie, dans les circonstances extrêmes, etc., dans les guerres, dans les camps de concentration, etc., etc. Donc là, quand je parle de cela, je parle toujours d'un champ très vaste. Maintenant, quand il s'agit de l'abus de la psychopathologie, et quelles sont exactement les méthodes, disons, énumérons les méthodes, et puis après, je vais essayer d'expliquer tant bien que mal ce que je pourrais d'une façon simple, ces méthodes de de l'abus de la santé mentale, finalement, des gens et le contrôle mental sur les humains. Eh bien, les méthodes sont d'abord la méthode de... Là, je parle de ce domaine qui est dangereux, et qui est très dangereux et qui est interdit. Je ne parle pas du conditionnement en général, de la D'accord. manipulation simple. Je parle de ce domaine particulier. Alors, déjà, nous avons la méthode, tout ça, ce sont des méthodes et des programmes. Nous D'accord. avons la méthode de confusion. Je vais expliquer après en quoi consiste la méthode. Donc, c'est le programme ou la méthode de confusion et de choc. Ensuite, nous avons le programme de les techniques qui dépersonnalisent les personnes, c'est-à-dire ce sont les personality breakdown techniques, ce sont les techniques qui sont utilisées pour casser la personne. Voilà.
la personne individuelle ou collective. Ça, on peut discuter aussi là-dessus. Ensuite, nous avons la privation sensorielle comme une méthode très importante, très inhumaine, très cruelle, euh, testée depuis longtemps. Et elle a deux côtés. Elle a le côté physiologique et le côté psychologique, la privation sensorielle. Et ça, c'était des expériences de tout temps. Surtout, les expériences sur la privation sensorielle ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration par les médecins nazis. Et J'ai ensuite, l'impression que vous êtes en train de décrire le MK Ultra en ce moment, là. oui, mais ça viendra plus tard. C'est ça? Là, on est dans les années, par exemple, dans les années 30. Et Mind Control, American Mind Control va venir dans les années 50, un peu plus tard. Mhm. Ensuite, nous avons donc la privation sensorielle pourrait avoir un côté physique et psychologique. Ensuite, nous avons les méthodes tout simplement de répression et l'identification qui enchaînent, entraîne l'identification à l'agresseur, le mécanisme de défense le plus pathologique qui soit, mais qui est toujours autour de nous, partout. Ça, c'est vraiment la pathologie pure et dure. Ensuite, nous avons les méthodes de répression. Oh oui, de répression, ça c'est ce que je viens de dire. Les méthodes d'humiliation. Les méthodes de lavage du cerveau. Moi, je parle maintenant en général des méthodes. Maintenant, toutes les méthodes et les programmes ont des noms particuliers. Ça, c'est quelque chose à part. Les méthodes donc d'humiliation, de lavage du cerveau, euh, et finalement des méthodes qui ont pour effet les dommages physiques et les blessures, si vous voulez. Enfin, c'est vraiment là, le côté physique, et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on a appelé toujours et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi, c'est l'eugénisme. Ouais. L'eugénisme blanc ou noir. En tout cas, là, on parle de l'eugénisme noir qui a commencé bon, aussi dans les guerres, etc. L'eugénisme, c'est une science très humaine, mais après un certain Joseph Mengele, on peut parler de l'eugénisme dans un autre sens. Ouais. Donc, finalement, les méthodes de la psychiatrie noire, encore une fois, ce sont les méthodes de confusion et de choc, du programme de schizophrénie SCH. C'est un programme qui se fait sur les patients pour qu'ils deviennent schizophrènes. Ah oui? La privation sensorielle, physique et affective, la répression, l'identification à l'agresseur, l'isolement, l'humiliation, lavage du cerveau et l'eugénisme. À la Donc, fin. c'est de la torture psychologique pure et dure. Ça, ce sont donc là nous avons puisqu'il s'agit de la psychiatrie, là nous avons une synthèse des expériences physiques et les expériences mentales. De toute façon, si on est moniste, c'est la même énergie. Hein. On part quand on parle du corps, on parle du mental, tout ça c'est lié. Alors, la confusion et le choc, déjà dans les années 40, c'est-à-dire en 1947, il y a un psychologue, c'est la psychologie sociale, qui s'appelait Kurt Lewin, qui avait lancé sa théorie du choc psychologique. C'était en 1947. Quand même. Euh, c'est pas Naomi Klein, c'est pas Ouais, ouais. le côté économie, là, c'est beaucoup plus ancien. Mais pour être honnête intellectuellement, bien avant Lévin, nous avons dans les stratagèmes de la guerre chinoise, l'art de la guerre, nous avons la 36e stratagème, c'est-à-dire la dernière, qui dit combinez tous les autres et vous aurez le choc. Ah, Donc, les Chinois ont les stratagèmes, c'est Art of War de Sun Tzu. C'était avant Jésus-Christ, mais au Moyen Âge, les stratagèmes étaient encore un petit peu, encore plus développés et systématisés. Et là, vous avez 36 stratagèmes. Et la dernière, la 36e, dit tout simplement, vous combinez tout ce qu'il y avait avant et vous aurez la dernière qui est la méthode du choc. Donc déjà, les anciens Chinois, avant Jésus-Christ, savaient très bien ce que c'est la méthode du choc psychologique. On n'a pas attendu Lévin non plus. Mais bon, dans les années 47, c'est Kurt Lewin qui lance la théorie de la choc thérapie psychologique, hein, qui peut-être n'était pas abusée, mais
cette théorie du choc était lancée. Alors, quand on parle de confusion de choc, on n'a qu'à se souvenir que ce qu'on a vécu ces dernières 3 années dans cette ambiance et hystérie Covid, dans cette opération, parce que c'était pas l'histoire de virus, c'était une opération. 19, c'est l'année de l'opération. Quand il y avait la confusion et le choc permanent tous les jours, avec les informations contradictoires tous les jours, juste pour se souvenir, hein, deux, trois mots là-dessus, où les grands-parents ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants, où les enfants ne pouvaient pas voir les grands-parents, où on avait été informé que le virus était très, très, comment dire, dangereux, comme la peste médiévale. Ensuite, pour être informé un peu plus tard que c'était pas ça, que c'était pas si grave que ça. Ensuite, que le port de masque était très efficace, pour être informé un peu plus tard que ça servait à rien, que hydroxychloroquine était quelque chose de très bien. Ensuite, on était informé que c'était un poison, qu'on pouvait sortir et qu'on pouvait pas sortir. Donc, on avait les informations contradictoires tout au long de la journée. Ça, c'est très important, l'aspect contradiction. Parce que l'aspect contradiction, si vous donnez les informations contradictoires en permanence, d'une façon monotone, permanente, la personne euh, commence à perdre tout repère et ne croire en rien. Et ça, c'était le but. C'est la méthode SCH, finalement, la méthode comment rendre les personnes schizophrènes et les dépersonnaliser. C'est exactement Personality Breakdown Techniques. Alors, c'est dire tout au long de la journée, donner les informations contradictoires. C'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir. Et au bout d'un moment, on n'a plus aucun repère cognitif, on croit en rien, on devient confus, cognitivement totalement confus, émotivement perplexe, on ne sait pas à qui faire confiance, on fait confiance à personne. Finalement, on s'isole, on devient paranoïaque et ça y est, c'est fait. La personne est déjà sur le chemin de la dépersonnalisation. Maintenant, si vous parlez de toute la communauté, là, j'ai parlé de l'individu, on peut parler de la famille, je Oui. sais pas, de tout ça. On était sujet d'un programme de schizophrénie. Ça, je l'ai vu dès le départ parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ne savent pas. C'est quand même des, enfin, c'est pas, c'est les collègues, mais il y en a qui étaient des vrais épidémiologues. Ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Mais le programme qui leur a été donné, la méthodologie qui leur a été donnée, c'était la méthodologie du choc, c'est-à-dire des informations contradictoires en permanence. Et ils le faisaient sciemment, consciemment. Maintenant, il ne faut pas être paranoïaque, les gens n'avaient rien compris, ils interprétaient cela comme une nouveauté, tout le monde est perplexe, il y a une nouvelle maladie, etc. Non, c'était pas ça. Hein. C'était pas la personne n'était perplexe. C'était un programme et une méthodologie de rendre les populations complètement confuses et schizophrènes et de leur prendre toutes sortes d'immunités en fait. Là, je parle de l'immunité mentale, psychologique. Après, l'immunité physique, ça s'ensuit. Eh bien, déjà, la confusion était donnée par ces grands confinements qui ne servaient à rien. Le livre de Michel Foucault, tout le monde connaît le livre de Michel Foucault, Le Grand Renfermement. Bah, le grand renfermement n'a jamais rien réglé dans l'histoire humaine, même à l'époque des pestes, ça n'a jamais rien réglé. Et tout le monde le sait qu'en enfermement, vous ne pouvez rien empêcher. Et les renfermements n'étaient pas faits à cause des soi-disant maladies. Le but était autre chose. Le but était de mettre les populations dans les situations de la préparation pour quelque chose de grave. Et Mais Madame Miller, j'ai une question qui me brûle. bien sûr, Vous parlez d'un programme, d'une opération pour simplifier d'ingénierie sociale, de mind control à l'échelle de la planète. ah, tout à Comment fait. se fait-il qu'il y a des individus qui se sont laissés séduire ou manipuler ou endormir ou hypnotiser et qu'il y a un petit pourcentage, ce que je crois être un petit pourcentage qui n'adhèrent pas à ça? Comment on explique ça, qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas?
Bien sûr, je vais venir à cela parce que justement, c'est l'expérience de professeur Milgram qui a montré que la majorité s'identifie à l'agresseur, la majorité a peur, la majorité est faible déjà au niveau de la structuration de la personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'opposer et qui sont mal formées dès le départ, dès l'enfance. Donc leur ego n'est pas fort, ils ne sont pas créatifs, parfois même pas très forts cognitivement, ils voient pas de quoi il s'agit. Ça, je mets ça à part, côté cognitif. Mais, il y avait le conformisme social, il y avait la peur extrême. C'est l'expérience de Milgram a justement montré comment les gens, comment le programme de peur et de traumatisme agit sur les personnes. Et là, il y a l'identification à l'agresseur et ils sont anéantis. Je reviendrai à ce sujet-là pour montrer pourquoi certains ont pu lever la tête et ont pu résister. Ça D'accord. serait absolument, absolument important pour nous parce que c'est la chose la plus cruciale, la plus importante pour moi dans l'expérience de Milgram. N'est pas que la majorité se conforme, mais qu'il y a un petit nombre de personnes qui disent non, qui sont Absolument. capables de dire non. C'est ça le plus important. Et donc, on en reviendra mais à ce point. Mais juste pour finir avec les méthodes, donc, on a eu ces méthodes de confusion et de choc qui étaient tout à fait, à mon avis, tout à fait préméditées, programmées, étudiées et appliquées comme un programme. Là, il faut pas se leurrer. C'était pas un hasard, c'était pas la confusion, c'était pas. Ils savaient exactement. Ceux qui ont fait ça savaient exactement ce qu'ils faisaient. Maintenant, on va voir qui a fait ça. Enfin, c'est pas seulement les membres de Davos, la Big Pharma, Davos, leur camaraderie politique et les banquiers. Alors, ça, c'est toujours la même famille. Mhm. Et le programme de Malthus de la réduction de la population, parce que tout ça, c'est lié à l'agenda de la dépopulation. C'est très important d'avoir tout le temps en conscience que l'agenda de la dépopulation était l'ultima ratio de tout cela. Mais enfin, bon, ils ont fait ce programme C'était un programme tout à fait prémédité, développé et appliqué sur nous. Ensuite, il y avait la privation sensorielle, ça on a bien vu, vous ne pouvez pas sortir, ça c'est la privation physique, vous ne pouvez pas sortir. L'immunité dépend de l'air frais, du soleil, au printemps, mais on ne pouvait pas sortir. Donc la privation sensorielle physique, elle est là. La privation sensorielle affective, c'est exactement ce qu'il disait. N'embrassez pas vos proches parce que c'est très dangereux. Il ne faut pas voir les grands-parents, il ne faut pas voir les enfants, etc. C'est hallucinant parce que ce comportement produit juste le contraire. Tout à fait. Euh, S'isoler, ne pas avoir les liens affectifs, votre immunité psychologique baisse immédiatement. Et quand l'immunité affective et émotive baisse, physique fait la même chose. Donc ça, c'était très dangereux et ça, c'était très cruel. Et ça, c'était dans le domaine de la privation sensorielle. Ensuite, il y avait les méthodes de répression. Ça, on a bien vu, c'est pas la peine d'en parler parce qu'au Canada, j'ai bien vu ce que vous avez subi. Nous, en France, à Paris, avec les Gilets jaunes et avec tous les combats, dans les Balkans, pareil. En Australie, c'était le pire. En Australie, c'était vraiment l'expérience jusqu'où les gens vont obéir. Exact. Jusqu'où avec les chevaux, l'eau lancée sur la population, les jets comment dirais-je, c'était vraiment la répression policière à outrance. Et là, ils testaient jusqu'où ils vont obéir. Est-ce qu'il y a un moment où ils vont dire non, on n'a pas peur, on sort. Bon, voilà. Vaut mieux mourir, comme disait un avocat à Paris, maître Carlo Brussa, que je cite souvent parce que c'est une phrase extraordinaire. Il disait, je préfère mourir en liberté qu'être guéri en tyrannie. Mhm. Et là, c'était ça un petit peu. Donc, c'était la répression. La répression, elle entraîne toujours le mécanisme de défense le plus pathologique qui soit. Comme je viens de dire, c'est l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire quand on est dans une répression permanente, c'est-à-dire dans le programme de peur, programme de traumatisme, on a deux mécanismes. Si on est fort et si on a un ego fort et si on est bien structuré, après, on va voir ce que ça veut dire exactement. Là, on se bat coûte que coûte. Si c'est pas le cas, on s'identifie à l'agresseur. C'est-à-dire, on
l'agresseur, celui qui a été agressé se fait agresseur. C'est-à-dire, on répète ce comportement et on le propage par la suite sur les innocents, par définition. Mais Et ça ça, explique beaucoup de choses, là. Ce que vous nous dites absolument, là, ça explique absolument. beaucoup le comportement de Des nos médecins, proches. voilà. Et surtout de notre communauté, des médecins Exact. et des autres qui étaient finalement la population de 1000 grammes, c'est exactement ceux qui continuaient à donner les électrochocs. Là, cette fois-ci, c'était pas les électrochocs, mais c'était le traitement génique expérimental. Ils continuaient à le donner tout en sachant que c'était quelque chose de dangereux, pas testé. Donc, c'était vraiment interdit par l'éthique médicale de donner quelque chose dont vous ne savez pas de quoi il s'agit et vous le donnez comme ça aux gens. C'est-à-dire, vous obéissez et vous vous comportez, je parle de ces gens-là, bien sûr, et vous vous comportez comme les participants dans l'expérience de 1000 grammes. Quand l'expérimentateur dit allez continuer, augmenter la force des électrochocs, ils subissent et ils écoutent, ils obéissent, ils écoutent les ordres de soi-disant l'autorité de façon complètement pas illogique mais irrationnelle parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se conforment et ils ont peur. Et ils sont identifiés à l'agresseur et ils vont continuer. Et c'est la majorité qui continue. La minorité est courageuse, la minorité désobéit. Mais la majorité continue. Alors, c'était la même chose dans l'ambiance Covid, c'était la même chose. La majorité de nos confrères, de psychologues, psychiatres, déjà, ils n'expliquaient pas aux gens ce que c'était l'expérience 1000 grammes. Ils savaient très bien que le programme de traumatisme est interdit. Il aurait dû dire dès le départ, écoutez, c'est pas grave, il y a peut-être des maladies, mais on peut pas faire comme ça un programme de traumatisme dans les médias, sur les grandes chaînes des télés, partout dans le monde, c'est absolument interdit par l'éthique médicale et par ce qu'on appelle la santé publique, hein, Ouais. la public health. C'est interdit. On ne peut pas parler comme ça aux gens. Dire vous allez mourir tous les jours, il n'y aura pas de place au cimetière, n'embrassez pas les proches, préparez-vous pour la mort. Ça, c'est interdit. On ne peut pas parler comme ça aux gens. Alors, ils ont fait ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Ben, ils ont voulu préparer les populations du monde entier, sur tous les continents, à les préparer à la guerre, hein, qui était déjà en l'air. Ils savaient très bien qu'il y aurait une nouvelle guerre. Et c'était la préparation pour la guerre. Le confinement, reconfinement, c'est la préparation toujours pour la guerre. Ça n'a rien à voir avec la maladie. La médecine était prise en otage. Là, maintenant, je reviens à ce Mais problème-là. Donc, Madame Mila, je trouve ça important ce que vous venez de dire. Est-ce que, si je comprends bien, vous venez de dire que la crise de la COVID-19 est une préparation psychologique de masse à l'avènement d'une guerre, d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que absolument, absolument, absolument. Ce n'est que ça. Wow! Ce n'est que ça, parce que déjà, ça n'a rien à voir avec les virus. Les virus, déjà, il y en a beaucoup, hein. Les coronas, il y a des milliers de coronas. On a tous eu des coronas dans notre enfance, common flu. Et déjà, le virus n'est pas COVID-19, le virus, c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Alors, 19, c'était l'opération, c'était l'année de l'opération. D'ailleurs, la première année de l'opération, c'était en 2009, juste après la chute de Wall Street en 2008, Mm. 2008. Et juste après, il y a la première préparation, c'était swine flu, c'était un peu naïf, mais c'était le début. Là, cette fois-ci, l'entraînement était parfait. Toute l'histoire de la Covid, du Covid, je n'ai jamais, comment dire, je n'ai jamais nié l'existence des maladies. Pour être clair, je sais que les maladies existent, il n'y a aucun problème, les Je virus suis d'accord. aussi, les grippes aussi, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ça, on le voit aujourd'hui. 3 ans après, on voit que ce n'était pas ça. C'était la préparation du monde entier, des populations entières partout, sur tous les continents, c'était la préparation d'une ambiance de guerre, déjà pour que tout le monde s'adapte à une ambiance de peur et de répression, que tout le monde accepte que la mort est banale et qu'elle va arriver tous les jours, que tout le monde se taise, que tout le monde devient obéissant,
passifs, voilà, enfin, mis en esclavage. Et là, c'est parfaitement le sol fécond pour le début de la guerre. La guerre était déjà connue à venir, known to come, et donc la guerre était préparée dès la chute de Wall Street. Seulement, on ne savait pas exactement où. Il y avait le choix dans les Balkans ou dans la Galicie. Les Balkans étaient déjà, enfin, il y avait toutes sortes de guerres dans les Balkans récemment, donc ils ne pouvaient pas. Alors la Galicie, c'est toujours les mêmes endroits. L'Afrique est déjà pleine de tout ça. Enfin, ils se sont un petit peu décalés vers l'Ukraine. Et hop, ça a été conçu et tout ça, ça a été prémédité. Maintenant, évidemment, la médecine a été prise en otage. Il y a des confrères qui n'ont rien compris, qui jouaient le jeu. Il y en a qui ont compris, mais qui étaient corrompus, payés pour, enfin, comment dire, traités pour ne pas dire la vérité. Il y avait de tout. Mais c'était une ambiance. Moi, je savais dès le départ que ça n'avait rien à voir avec la santé, la médecine, parce que je voyais ce côté complètement irrationnel. Alors que nous, on sait dans la santé ce qu'il faut faire quand on est malade, tout était illogique complètement. Euh, Hallucinant, aberrant, illogique et contradictoire. Et là, déjà, j'ai compris que quelque chose cloche. Et ensuite, voilà, petit à petit, on est devenu le grand camp de concentration partout dans le monde et tout le monde se préparait pour des conflits. On en reviendra plus tard. Maintenant, il y avait aussi des mesures, bon, j'ai dit répression, l'identification à l'agresseur, l'humiliation. L'humiliation, c'était tout simplement, taisez-vous, ne parlez pas, ne chantez pas, n'embrassez pas vos proches, portez ces ports de masque qui ne servaient à rien. D'ailleurs, tous les médecins savent que ça ne sert à rien. Les chirurgiens ne portent pas le masque contre le virus, parce que les chirurgiens, quand ils ont des virus, ils n'opèrent pas. Le masque se met pour ne pas être taché du sang du patient. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc tout le monde savait tout ça, mais il y avait un jeu collectif. Mettez les masques, obéissez, écoutez. Quand vous êtes obligé d'écouter un programme illogique, contradictoire, complètement paradoxal, complètement hallucinant, ça veut dire que c'est une méthode de vous mettre en esclavage. C'est si simple que ça. Mais Il y a pas autre chose. est-ce que ça entraîne à un moment donné cette addition de contradictions, ça l'amène une démission de la personne, puis elle dit OK, je vais suivre. Oui, Je vais me pour la soumettre majorité. parce que j'ai pas la force de me battre, c'est trop difficile de discerner là, le vrai du La majorité accepte ça. Il y a une introjection qui s'opère. Et c'est ça l'identification à l'agresseur. On n'y peut rien. On est faible, on est sous répression, on est pauvre, surtout dans les pays pauvres. On peut rien faire. Il nous demande d'avoir 3 doses, 5 doses, etc., pour passer la frontière, pour aller travailler, etc. Et finalement, on se laisse faire, on s'identifie nous disons, c'est un mécanisme qui s'appelle l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire vous acceptez le terreur de votre bourreau, vous l'acceptez comme le vôtre et vous vous identifiez à cela parce qu'il n'y a pas autre chose. Pour survivre, il n'y a pas autre chose. C'est la seule façon de survivre. C'est comme les capots dans les camps de concentration. Pour qu'ils survivent, il faut qu'ils s'identifient avec leur bourreau. Et ils se font à leur tour, ils se font bourreau à leur tour. Mais là, il y avait aussi une angoisse, la terreur, le programme de traumatisme était très fort. Et la majorité ne comprenait pas au départ de quoi s'agit-il, de quoi s'agissait-il. Il y avait aussi la psychologie collective, il y avait des gens qui devenaient vraiment dépersonnalisés et paranoïaques, et puis qui ne voulaient pas s'embrasser, qui s'isolaient, qui ne voulaient pas se voir entre. Donc la côté psychologie sociale a marché parfaitement. Et quand il y a cette hystérie collective, ou alors, disons même la psychose, parce que c'était presque la psychose collective, alors les individus ne peuvent rien faire. Certains individus avaient compris dès le départ, mais ils ne pouvaient rien faire parce que l'entourage était répressif.
Oui. Et il fallait se conformer, il fallait, sinon on était éjecté de la communauté. C'est ça le mécanisme de la psychologie collective dans toutes les tyrannies, dans toutes les périodes, par exemple nazie, la psychologie du fascisme collectif, c'est ça. La masse impose à un moment donné le comportement. Les individus ne peuvent plus rien faire. Et ça dure un certain temps. Cette psychose collective, elle dure un certain temps. Ensuite, si les individus sont forts, courageux et s'ils n'ont pas peur, au bout d'un moment, ils vont casser cette hystérie. Il suffit de quelques individus qui peuvent casser, mais c'est pas facile et ça ne revient pas tout de suite. Il y a un processus qui s'opère. Alors, je voulais juste Mais dire en que plus, vous nous dites que, puis moi, c'est une révélation parce que je n'avais jamais envisagé ça, que la crise qu'on a vécue au cours des 3 dernières années, c'est un mode opératoire vers un autre choc de taille qui va être une troisième guerre mondiale. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça va avoir créé, ce mind control-là, dans l'avènement, dans notre quotidien d'une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce que ça va avoir créé comme choc post-traumatique, j'imagine, là? oui, 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 ça absolument, ça va laisser des traces. Enfin, je vais expliquer ça un tout petit peu plus tard, mais c'est juste pour dire, vous avez bien compris, dans toute l'histoire, vous avez la même équation. Au moment où les finances s'écroulent ou éclatent, enfin, bon, les banques, les finances qui sont, si vous avez un banqueroute, vous avez tout de suite, l'injurie sociale et la guerre psychologique qui s'opèrent, comme préparation pour la guerre physique, comme préparation pour les expériences de l'eugénisme et comme préparation pour l'agenda de la dépopulation. Encore une fois, les banques qui sont ruinées. Tout de suite après, il y a la guerre psychologique et l'injurie sociale, c'est-à-dire le programme de traumatisme tel quel. Ensuite, la guerre physique. Ensuite, il y a la dépopulation. C'est-à-dire que au moment, moi j'ai vu ça en 2008, juste après la chute de Wall Street, je me suis dit, ils auront besoin de nouvelles guerres. Après la chute de Wall Street, j'ai dit, parce que enfin, quand on connaît l'histoire, on connaît, là maintenant je reviendrai à mon domaine de psychopathologie, mais là c'est un petit côté histoire. Ceux qui connaissent l'histoire, ils peuvent toujours comprendre cette équation qui est la même dans toute histoire. Dès qu'il y a la chute des banques, il y aura la guerre, parce que les guerres servaient à cela. Et ceci impliquait cela, la chute des banques, les banquiers ont besoin d'une nouvelle guerre. Ensuite, il y aura la dépopulation parce que ce sont les banques qui ont besoin de faire le programme de réduction de la population de Robert Malthus. Mais entre-temps, dans l'entretemps, il y a le programme psychologique de la terreur qui s'opère et qui prépare les populations pour ces guerres. Et ça pourrait être n'importe quel programme psychologique, n'importe quel programme de la terreur, n'importe quel programme de traumatisme, que ce soit le virus, que ce soit le climat, que ce soit les extraterrestres. Ça fait rien, c'est tout un. Mais ce programme de la terreur, d'ailleurs, il continue maintenant. Le Covid, ils ont failli avec ces expériences, mais ils vont continuer maintenant avec. Ils ont essayé de faire avec Monkeypox, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils essayent de imaginer Il nous autre parle de chose. grippe aviaire, là, transmissible à Et, l'humain, c'est ça. voilà, ils essayent d'inventer de nouvelles choses. Maintenant, ça marche plus parce que les gens, quand même, ont été vraiment vaccinés contre ça. Mais bon, alors, donc là, c'est une constante dans toute l'histoire. La chute des finances, guerre psychologique, guerre physique, réduction de la population. Analysez l'histoire, vous allez voir que c'était toujours comme ça. Parce que les finances qui chutent ont besoin, les guerres étaient un comment dire, était le sauvetage des banquiers et des voleurs Tout à fait. tout au long de l'histoire. C'est rien de nouveau, seulement il faut connaître l'histoire pour reconnaître ça. Tout à fait. Maintenant, notre science et notre belle mission de guérir les gens était prise en otage. Et là, ils ont essayé de faire le programme de traumatisme avec quelque chose qui est très difficile à vérifier. Quand vous parlez comme ça, des trucs ordinaires, les gens peuvent vérifier. Mais si vous parlez des virus et des laboratoires,
il y a très peu de gens qui peuvent vraiment entrer dans les laboratoires pour vérifier quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment la réussite, a priori, la réussite. Ensuite, il y avait cet archétype, cette peur archétypale de la mort qui arrive. Alors, bon, dans notre inconscient et subconscient, on a toujours cette peste, hein, peste médiévale qui arrive. Alors, on va tous être morts, on va tomber dans la rue, etc. Ils ont bien préparé ce programme. C'était très bien préparé, très Oui, bien je le même étudié. aussi. Cette ingénierie sociale, c'était bravo, hein, ils ont fait. Maintenant, la répression, évidemment, l'identification de l'agresseur, l'humiliation avec toutes sortes de mesures. Humilier les gens, c'est très important dans le programme de mise en esclavage parce que si vous humiliez les gens, vous les dépersonnalisez aussi. Les personnes humiliées n'ont plus d'immunité. Elles sont frustrées, elles ne peuvent pas se battre. C'est tout un syndrome de comportement qui arrive. Alors, ensuite, il y avait évidemment lavage du cerveau, c'est tout ce qu'on a entendu dans les grands médias en permanence. Il faut pas ceci, il faut pas cela, c'était des conneries, mais enfin, ça aussi, ça a marché parce que c'était permanent et c'était tout au long de la journée, hein. C'était comme la méthode Cameron avec Type Record quand il parlait aux patients. Il leur donnait des phrases monotones, I will kill for my country, vous voyez, mais tout au long de la journée. Et là, il y avait aussi un côté hypnotique, l'hypnose collective. Et finalement dans tout cet interregnum, ils ont essayé, ils ont fait finalement, ils ont fait de l'eugénisme parce que ça n'avait rien à voir avec les vaccins. Tout le monde sait que c'était pas les vaccins, c'était un test génique et en plus expérimental génique, c'est-à-dire l'eugénisme. Eh bien, les gens ne comprenaient pas. D'abord, il y en a qui ne savent rien, qui ne sont pas compétents pour réfléchir. Les autres étaient sous le stress. Les troisièmes étaient corrompus ou complètement comme ça dans une hallucination collective. Finalement, la majorité avait peur. Le programme de peur avait réussi et Tout de à fait. traumatisme. Maintenant, quand on parle de comment dire, on va passer à ce moment-là, comment se battre contre tout ça, en fait. Mais qui a fait ça, ce programme de psychiatrie noire? Ben, Ça, c'était ma prochaine question, exactement. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Qui articule Alors, je m'arrête là, oui. ce Bien sûr. plan-là? La seule chose que je voudrais revenir, c'est que là, vous nous dites qu'il y a eu une préparation à l'avènement d'une troisième guerre mondiale pour préparer psychologiquement les gens. Fait que ce que vous nous dites, c'est absolument indéniable qu'on s'en va vers une troisième guerre mondiale parce que ça fait partie du cycle de l'histoire, là. C'est un modus Oui, operandi, là, puis c'est indéniable. absolument. Dans toute l'histoire. Voilà. Je suis Que d'accord ce avec soit vous, là. mais c'est dur cette réalité-là que vous nous annoncez, là. Ah, mais oui, écoutez, la guerre en Ukraine, elle était programmée depuis longtemps dans le livre de Brzezinski, mais c'est pas lié seulement à cette guerre-là. Je n'entre pas dans cette guerre, c'est un sujet à part. Mais vous aurez là la guerre en Chine, Taïwan, en Afrique, partout. Ça Oui. va s'élargir partout, parce qu'en fait, ça éclate à un moment donné, à un endroit donné, mais après, ça s'élargit, hein, on ne peut plus stopper. C'est son retour. C'est quelque chose qui peut plus être arrêté. Malheureusement, je vois vraiment le côté. Et là, ça va vraiment servir à réduire les populations. Vous savez, moi, quand j'ai parlé après, je reviens en une explication scientifique parce que là, j'ai juste entre parenthèses, en 2019, il y avait un journaliste qui m'avait demandé qu'est-ce que ça va être. Je sais pas, il y a des mesures qui arrivent, Covid mesures, etc. Je dis c'est un non-sens. Je sais pas de quoi il s'agit, mais ça sera sûrement l'expérience de 1000 grammes sur nous tous, sur toutes les populations. Et elle dit, mais à quoi bon? What for? Alors j'ai dit, ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'ancien programme de Robert Malthus, hein, le fameux démographe, sociologue et économiste anglais, va être, comment dire, va commencer le programme de la réduction des populations dans le monde entier. Ça se fait au cours de toute l'histoire, mais là, maintenant, il y a de nouvelles technologies. Ils ont de nouvelles nanotechnologies pour faire ça.
Alors, il ne comprenait pas parce que de toute façon, moi, je ne pouvais pas dire au départ. J'avais un sentiment très amer. Et je voulais dire, surtout à mes compatriotes en Serbie qui étaient fous furieux parce qu'ils ne croyaient pas au gouvernement et ils ne voulaient rien accepter, ces gens-là. Et là, il y avait un côté liberté parce qu'on ne croit rien. En Serbie, on ne croit jamais le gouvernement. À la différence des pays ex-démocratiques, je dis ex comme France, etc., qui étaient vraiment démocratiques à l'époque où tout le monde pensait que l'État veut du bien. C'est normal. Si vous êtes dans un pays démocratique, vous pensez que l'État vous veut du bien. Et comme la Serbie n'était pas dans l'État démocratique, personne ne croyait à rien et c'était bien. Ils ont eu quand même un mécanisme de défense bien plus sain. On ne croit pas. Et là, je voulais dire à ce moment-là à mes compatriotes qu'ils vont faire le programme pour vous tuer tous. Mais je ne pouvais pas, évidemment, je ne pouvais pas parler ce langage, c'est clair. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais j'avais un sentiment très, je suis dès le départ que ça serait ça. Et j'ai dit, écoutez, je vous conseille de lire Robert Malthus, un grand scientifique anglais, un sir, qui pouvait, à l'époque où il vivait, c'est pas le siècle, c'est le siècle dernier, qui pouvait écrire pourquoi il est nécessaire d'éliminer un certain nombre de gens, etc., etc. Vous savez, j'étais, j'essayais de faire en douce. Et bien, ceux qui ont compris ce que c'était le programme de Malthus, ils ont compris que ça serait ça, hein, ça serait ça. Il y avait une quota de gens qui devaient mourir dans chaque pays. As simple as that. Et alors, bon, les autres ne comprenaient pas et ils se sont fait avoir avec ces inoculations et malheureusement, c'est une catastrophe. Bon, on en reviendra. Parce que Mais la question qu'on se pose, c'est quel genre d'individu mène ce genre de programme, de plan à long terme, hein, parce que c'est ça. c'est pas hier que ça a été décidé, c'est un plan à long terme, mais c'est cyclique dans l'histoire du monde, Oui, hein, mais il donc y on a peut compter toujours dans les... des milliers Voilà. d'années là, même. Quel genre d'individu a ce genre d'ambition-là, Madame Mila? Oui. Alors, c'est la même famille. C'est la famille idéologique, donc c'est hardcore, le nazisme vraiment renouvelé. Et là, ce sont ben, je dirais tout simplement, ce sont les membres du Davos d'un côté, les membres du Big Pharma de l'autre, les cartels des banques aussi, et leur camaraderie politique, ça veut dire des pions dans chaque pays. Hein. Ce sont surtout les ex-young leaders, et rien du tout. Hein. Ça, Ouais. c'est des jambes, hein. C'est des bras et des jambes qui vont exécuter. C'est la même famille. C'est la même famille. Les membres de Davos, de Big Pharma et des banques, c'est la même famille. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris au départ parce qu'ils me demandaient quel est le lien des banques et de la médecine. Bon, écoutez, quel est le lien? Ben, il fallait savoir dès le départ que, par exemple, JP Morgan avec Blight Masters faisait le passeport Covid. C'est les banquiers qui avaient l'idée de faire le passeport Covid. C'est les banquiers, c'est pas les médecins, c'est pas les dirigeants d'État, c'est même pas les Davosiens, c'était les banquiers. Les banquiers avaient un intérêt pour qu'il y ait un passeport Covid. Évidemment, ça s'explique, on comprend parfaitement pourquoi. Donc c'était une seule famille idéologique qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le globalisme dans son mauvais côté, parce il y a des bons côtés aussi du globalisme, par exemple, voilà, notre communication, mais qui est possible, voilà, avec toutes ces méthodes, avec les techniques, etc. Mais quand on parle du mauvais côté du globalisme, c'est-à-dire du mondialisme perverti, et ce qu'on dit aujourd'hui le Great Reset, tout le monde parle de la grande réinitialisation, mais on parle pas, et on parle surtout du côté économique, qui était clair dès le départ de tuer et d'éliminer les petits et les moyens. Ça, c'était clair. Hein. C'est que les multinationales qui doivent rester. Ça, c'était très clair. Mais ce qui n'était pas clair dans cette grande
le côté économique était clair, mais le côté psychologique n'était pas simple. Ça, les gens ne pouvaient pas comprendre que ça devait passer par un programme psychiatrique et psychologique pour que cela réussisse. Et donc, quels sont les membres? Ben, ce sont les membres surtout de Davos. Je dirais que le Davos, c'est vraiment le centre du mal, c'est le Davos. Mais ensuite, avec tous les autres. Et ils sont tous ensemble dans ce programme euh, comment dire, le monde ne devrait plus être le même selon eux. Déjà, l'économie, elle est détruite, c'était le but. Est-ce que l'homme psychologique est détruit? Ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, le but psychologique, je ne parle pas maintenant de l'économie parce que ça, c'est très banal. Détruire les petits et les moyens, c'est très clair. Mais quel était le but psychologique de la grande réinitialisation? C'était de créer un homme nouveau, un homme nouveau, pour changer le monde complètement. Il ne s'agit pas de faire quelques ménages en économie. Il faut créer l'homme nouveau. Un Changer reset. la, changer la société sans créer l'homme nouveau, c'est pas possible. C'est pour cette raison-là que tous les tyrans et que toutes les tyrannies ou toutes les dictatures avaient la conception de l'homme nouveau. Enfin déjà l'Inquisition avait un homme nouveau, mais ça on est loin dans le passé. Les nazis avaient son homme nouveau, c'était le surhomme des nazis, c'est l'homme du philosophe Nietzsche perverti, mal compris et perverti. Les staliniens avaient l'homme nouveau et les mondialistes et les davosiens, peut-être il ne faut pas dire les mondialistes, il faut dire carrément les davosiens. Les davosiens d'aujourd'hui ont leur conception de l'homme nouveau pour changer complètement le monde. Pourquoi ils le veulent? Ben, ils le veulent parce qu'on est trop nombreux sur Terre. C'est si simple que ça. Ils ont tout volé dans les banques. Ils veulent vivre comme ils ont vécu avant. Ben, on est trop nombreux, on est jeunes. Donc, il faut réduire la population. La réduction de la population, ça, c'est le but banal. Mais pour que tout cela réussisse, ils veulent créer quelque chose de nouveau. Et cette idéologie de la création d'un homme nouveau, euh, euh, cette idéologie du Davos, c'est l'idéologie du Davos en fait, c'est l'idéologie de Klaus Schwab, qui est un charlatan cultivé, mais un homme très intelligent quand même, dans sa quatrième révolution industrielle. Créer un homme nouveau, c'est un homme qui ne peut plus vivre dans l'économie telle qu'elle existait au XXe siècle. Elle est finie. Elle est finie. On entre dans le monde du numérique, évidemment. Je n'ai rien contre les chiffres. J'adore les chiffres parce que je suis pythagoricienne, mais ce n'est pas l'ontologie des nombres, c'est le quantitatif. C'est le règne du quantitatif pardon, qui va anéantir tout ce qui est qualitatif. Mhm. C'est ça le but. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire anéantir toute valeur. Toute Exact. valeur. C'est là où nous avons l'utilitaire qui va combattre la déontologie, Mm. qui va combattre notre morale des siècles et des siècles, qui est toujours déontologique depuis Mais Aristote. pouvez-vous expliquer, parce que ça, c'est important dans votre discours, puis je trouve que ça explique beaucoup de choses, que ces hommes-là sont utilitaristes versus une société éthique. Ils veulent que les êtres humains sur la planète soient utiles. Donc, ceux qui sont inutiles, on les élimine, Oui. mais ils veulent Alors, détruire toute valeur morale, là. oui, oui. Alors, l'utilitarisme, c'est un courant en éthique. C'est une école en éthique qui est assez compliquée avec Jérémy Bentham, mais ce n'est pas notre sujet. Dans l'histoire, dans toute l'histoire, nous avons deux grands courants. D'un côté, il y a un courant, tout dépend, c'est le rapport à l'être humain. Tout dépend de notre conception de la nature humaine. Est-ce que l'homme est bon par nature ou il est mauvais? C'est ça le tout départ. Déjà, dans le zoroastrisme, vous avez ces conceptions-là. Chez Empédocle, dans l'Antiquité grecque, vous avez les forces de destruction et les forces de création. L'instinct de mort et l'instinct de vie, c'est rien de nouveau. Jusqu'à Freud, il y avait beaucoup de lots qui, voilà. Alors la conception de la nature humaine, c'est ça le vrai début. Est-ce que l'homme est naturellement bon ou non?
Et évidemment, nous savons dans notre science aujourd'hui qu'on n'est ni bon ni mauvais, mais on a deux côtés en nous. On a l'instinct de mort et l'instinct de vie qui se battent en nous au quotidien. Et ça, c'est un autre aspect de ce problème. Alors, dans l'histoire, vous avez deux grands courants. D'un côté, vous avez un courant qui part d'Aristote à travers saint Thomas d'Aquin, par exemple. Je saute, hein, beaucoup d'auteurs parce qu'on n'a pas le temps. Jusqu'à Rousseau, c'est l'émotivisme, ou jusqu'à Kant, c'est le rationalisme, et finalement jusqu'à l'humanisme contemporain des psychologues et des sociologues, etc. Et aussi le côté chrétien. C'est tout un, qu'on soit de gauche, de droite, ça n'a rien à voir, c'est tout un, c'est la lignée déontologique. Comprends. Du mot ancien grec déon, ça veut dire le devoir. Alors, la lignée déontologique a une conception de l'homme avec beaucoup d'optimisme. L'homme est altruiste, même s'il n'est pas altruiste, on se comporte comme s'il était altruiste. Et là, c'est la croyance, c'est l'optimisme dans la nature humaine, cette lignée-là. C'est la lignée déontologique, c'est la lignée morale, c'est lignée l'éthique. Je vais dire en quoi concerne la différence entre l'utilitarisme et la déontologie. De l'autre côté, nous avons par exemple, ça dans l'Antiquité, ça existe aussi, mais je saute tout ça et partons de Thomas Hobbes, par exemple, et de sa conception selon l'ancien adage, l'ancien proverbe romain, que nous sommes tous des loups les uns pour les autres. Mhm. Donc, c'est une conception très pessimiste de la nature humaine. C'est-à-dire, l'homme est égoïste par nature. Il est là parce que, bon, tous les autres sont des ennemis. Il faut éliminer l'autre. Il faut se battre toute la vie contre les autres. Il faut être égoïste pour survivre. C'est ça qui va faire naître le darwinisme social. Donc, la conception de Thomas Hobbes de la nature humaine, elle est très pessimiste. Ensuite, nous avons des grands philosophes comme John Locke ou les empiristes anglo-saxons comme David Hume. Et eux aussi, ils pensaient que l'homme est égoïste ou qu'il devrait l'être. Par exemple, John Locke pensait que l'égoïsme rationnel est obligatoire et nécessaire pour que la société fonctionne. Locke pensait que l'égoïsme rationnel est quelque chose de tout à fait normal et bien pour la Fait que c'est société. les deux courants dominants, là, pour résumer, c'est les deux grands courants dominants depuis que le monde est monde. Voilà, alors juste pour finir, donc cette autre lignée va jusqu'à Jeremy Bentham et sa conception de l'utilitarisme en éthique. Ça, c'est une conception très compliquée, hein, elle a de bons côtés aussi. On ne va pas discuter de ça. Mais donc, quelle est ces deux lignées qui ne se croisent jamais. Non. Quelle est la différence, pour faire simple, quelle est la différence entre la conception déontologique et celle qui est l'utilitariste? L'utilitarisme, c'est l'éthique anglo-saxonne, en fait. En fait, c'est la Weltanschauung d'aujourd'hui, hein. C'est le quantitatif, c'est l'achat permanent, c'est le monde, tout s'achète et tout se vend, y compris l'utérus de la femme, l'enfant, la morale, tout. On s'achète territoire, on achète tout, hein. On achète des bébés. Bon, euh, mais là, qu'est-ce qui est mauvais dans l'utilitaire? Enfin, c'est une conception assez compliquée. Moi, je simplifie un peu. La différence principale entre la déontologie et l'utilitarisme consiste en ceci. Les déontologues, nous qui sommes dans la déontologie, qu'elle soit chrétienne ou athée, humaniste, peu importe, nous n'accepterons jamais de sacrifier les innocents. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que pour nous, le concept du bien est au-dessus du concept de l'utile. Ce Ouais. qui est bien pourrait être utile, mais ce qui est utile n'est pas forcément bien. Par Exact. exemple, ça pourrait être utile pour les États-Unis de bombarder un pays parce ils vont détruire l'infrastructure et après ils vont faire le plan Marshall et puis c'est très utile. Seulement, il y a des milliers de morts, hein. Mais les utilitaristes réfléchissent de cette façon-là. What is utility? Vous comprenez ce que je veux dire? La Moi, fin je vais justifie les moyens. simplifier un peu. Et aussi, ils sacrifient les innocents. Ils sacrifient par définition les innocents.
Évidemment, la déontologie n'accepte pas de sacrifier les innocents. Si Jésus euh, est mort sur la croix, il est mort sur la croix. Je parle au sens de notre histoire et de notre tradition. Je ne parle pas ici comme croyante, je parle comme scientifique de notre tradition. Jésus est mort sur la croix pour qu'il n'y ait plus personne innocent qui soit jugé. Donc, la déontologie n'accepte pas de juger les innocents. Pour les utilitaristes, pourquoi pas, hein. Donc, il y a ça. Il y a côté, on ne sacrifie pas les innocents et on ne peut pas considérer que l'utile est au même niveau que le bien. Le bien est toujours au-dessus de l'utile. Parfois, on n'est pas utile de se battre pour le bien, mais c'est notre déon, c'est notre déontologie, déontos. Et nous sommes obligés de défendre quelque chose, même si on n'a aucune contrepartie, pardon, même si on n'a aucune contrepartie et même si on n'a aucune utilité. Si c'est quelque chose qui est moralement propre, sain et nécessaire, on est obligé d'entrer dans cette lutte, dans cette bataille, dans le sens large du terme. Donc le concept du bien est toujours au-dessus de l'utile et il n'y a pas de relativisme. La déontologie n'accepte pas le relativisme, c'est-à-dire on n'accepte pas de dire que le bien et le mal, ça dépend de la situation, parfois c'est bien, l'autre fois c'est mal, on peut relativiser, il n'y a pas le blanc et le noir, on est tous dans le gris, etc. Non, non, Ouais. ça, c'est pas possible. On est tous dans le gris parce qu'on est les simples humains et on est tous dans le, bon, on peut pécher tous, hein, on est, comment dirais-je, personne n'est à l'abri d'un péché. Mais quand on fait notre choix, quand nous faisons notre choix, nous sommes obligés de choisir soit le blanc, c'est-à-dire le bien, soit le mal. On ne peut pas choisir le gris. Donc, il n'y a pas de relativisme. Et ça, c'est une grande différence. Ça a l'air comme ça théorique, mais dans la vie quotidienne, c'est une grande différence. Si Mhm. vous êtes utilitariste ou si vous avez une déontologie à une verticale morale. Et donc là, l'utilitarisme, je n'entre pas dans la philosophie de l'utilitarisme de Jérémy Bentham parce que c'est plus compliqué que ça. Il a l'utilitarisme des conséquences, etc. Mais pour faire le pont avec une de mes questions, est-ce qu'on pourrait, c'est un peu grossier comme déclaration, mais est-ce qu'on pourrait dire que les utilitaristes ont une propension à avoir une personnalité psychopathe parce que vous parlez beaucoup des Tout à psychopathes? fait. Est-ce qu'on Oui, pourrait dire ça? j'allais y revenir, oui, tout à fait, parce que euh, l'utilitarisme conséquent, euh, vulgaire, euh, se traduit justement dans un caractère psychopathique. Ça, c'est tout à fait ça, hein, parce qu'il n'y a plus aucun repère. C'est l'horizontal. Tout est bon, tout est mauvais, on s'en fout, ça dépend de la situation, on use, tout le monde se sert des autres, les autres ont des moyens, peu importe, il n'y a pas de vertical, il n'y a pas de valeur, on s'en fout. Là, j'ai un petit peu simplifié c'est peut-être la caricature, mais pour montrer jusqu'où ça peut aller. Les philosophes qui s'occupent de cette théorie utilitariste de Jeremy Bentham, ils sont beaucoup plus raffinés et c'est un petit peu plus compliqué dans la théorie. Mais revenons à nos moutons dans le domaine de la psychopathologie. Dans le domaine de la psychopathologie, l'utilitarisme vulgaire et conséquent se traduit en un caractère psychopathique sans aucun doute. Parce que c'est comment dire, c'est un caractère qui ne respecte, déjà qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de respect des autres je parle des vrais psychopathes, je ne parle pas des traits psychopathiques, parce que nous, on fait la différence entre les traits et le caractère. Si le caractère entier est psychopathique, là, ça veut dire, là, c'est grave, hein. Ça veut dire que les personnes comme ça se servent des autres comme des moyens, les autres ne sont jamais des fins, ils sont toujours des moyens. Ces personnes n'ont aucune empathie envers les autres, n'ont pas des émotions, n'ont pas de pitié envers les autres. Ils sont matérialistes purs et durs, très égoïstes, structuration anale, souvent, c'est-à-dire avares. Ils sont très souvent très cruels. Ils sont
comment dire, ils n'ont aucun sentiment de culpabilité, ça c'est typique pour les psychopathes, aucun sentiment de culpabilité, aucun sentiment de honte. Je parle de ceux qui sont vraiment des psychopathes, pas des, c'est un continuum, c'est pas des traits, mais du caractère. Et là, bon, c'est pratiquement dans la criminalité, en fait. Déjà, le sentiment de culpabilité et le sentiment de honte, c'est la ligne de démarcation entre ceux qui ne sont pas des psychopathes et qui sont dans cette catégorie-là. Et comme vous voyez, la morale a quelque chose à voir avec la culpabilité, parce que nous pouvons tous être coupables, mais, mais il y a le repentir, il y a le sentiment de culpabilité après, il y a le travail sur nous-mêmes, il y a la psychothérapie, il y a tout ce que vous... Eh bien, un psychopathe pur et dur, il peut pas faire tout ça. Il n'a pas d'émotion, donc on peut pas faire la psychothérapie avec les psychopathes parce qu'il n'y a pas d'émotion. Dans la thérapie, les émotions sont très importantes. Et puis, il ne peut pas sentir vraiment la honte. Il n'est pas coupable, il n'a pas le super-ego, il n'a pas l'instance morale s'installe, qui se crée en enfance jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, enfin, la base émotive pour ça. Donc, il est complètement, disons, c'est un être qui a un ego gonflé, qui a des instincts, mais qui est motivé par ses instincts, par son matérialisme, par son ego, par son égoïsme. Il est déraciné, il n'est pas sage, il n'est même pas spirituel, ni sagesse ni spiritualité, rien du tout, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas de scrupules et donc il est cynique, matérialiste, cynique. Et voilà. Donc dangereux. Parfois très cruel et très sadique, ça dépend de quel. Voilà. Mais ça c'est. Et là, je parle de syndrome des attributs d'un caractère psychopathique, vous voyez qu'on peut parler de la société. On peut parler de toute une société qui est comme ça. C'est justement tout à l'honneur de Erich Fromm qui était un gauchiste allemand, enfin qui était plutôt un psychanalyste social, qui avait bien raison de pointer dans sa théorie que les individus dépendent aussi du caractère de toute une société. Si vous avez une société très égoïste, avec un darwinisme social, avec des combats, comment dire, bellum omnia contra omnes, c'est-à-dire la guerre permanente de tous contre tous, où tout le monde sont des loups les uns pour les autres, où ils s'éliminent mutuellement en permanence, où ils sont très égoïstes, très sadiques, très cyniques, il faut éliminer l'autre pour être le premier. Si vous avez une société comme ça, ben, vous ne pouvez pas attendre que les individus soient... Enfin, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais la majorité sera comme ça. Donc, il n'y a pas seulement le caractère individuel, comme pensait Freud, il y a le caractère social, il y a le caractère d'une société. Et la société de Davos, justement, là, on en revient au sujet des Davosiens, la société de Davos, de Big Pharma, des banques, des cartels des banques et de tout ce globalisme pathologique d'aujourd'hui, c'est une société complètement psychopathique. Ils s'en foutent des gens. Nous sommes tous des insectes pour eux. Nous sommes des rats. On nous traite comme des Untermenschen. On n'est pas. C'est eux qui doivent survivre. C'est pour cette raison-là que j'ai dit que la société psychopathique n'a pas vraiment une idéologie au sens des nazis, mais il n'y a pas de l'idéalisme nazi. Mais en fait, ce sont des nazis. En fait, ce sont des nazis parce qu'ils ont la conception d'une race supérieure et de nous tous qui sommes comme ça, comme dit Bill Gates quand il parle, moi je l'appelle Gates Bells, quand il tient sa conférence, il dit il y a des gens utiles et des gens inutiles. Tout à fait. On l'a entendu dire. Il dit Ouais. il y a ceux qui sont inutiles. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Bah, imaginez ce qu'on va faire avec eux. Ouais. Ah ben, il y a les vaccins. Il y avait des vaccins qui vont nous aider. Et, 3 points de. Voilà. Ouais. Il a pas honte de dire ça.
Il dit ça en public, dans une conférence. Il n'a pas Il honte. est Vous voyez ce que c'est acclamé, un c'est ce qui est le psychopathe? plus renversant. Il est acclamé, cet homme-là, partout où il passe. Ah ben oui, parce que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, c'est un trilliardaire, il paye tout le monde, il corrompt tout le monde, les médias. Ben justement, dans l'époque de cette opération Covid, c'était la première étape, c'était de payer et de corrompre tous les médias, mes confrères, tous les médecins, les psychiatres malheureusement aussi, pour ne pas parler des marionnettes politiques, parce qu'eux, ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils avaient tous reçu beaucoup de moyens pour mentir et déjà pour obéir et ensuite pour mentir. Nous avons des aveux maintenant en France. En France, il y a des médecins maintenant qui, 3 ans après, disent combien de moyens et combien d'argent ils ont reçu pour mentir. Hey. Parce que maintenant, c'est irréversible. Ils ont acheté des villas. Et évidemment, maintenant, ils peuvent dire ne me jugez pas, je vais me repentir. Mais il y en a qui disent c'est ça maintenant, j'ai reçu je sais pas, de Bill Gates, de Pfizer, etc. Et ils étaient corrompus. Donc voilà, c'est l'aspect l'argent aussi qui est très, très important. Ben, dans le monde actuel, c'est évident. Mais donc la société psychopathique, c'est la société qui fait naître les individus comme ça. C'est une interaction entre l'individu et le collectif. Et là, donc nous avons des banquiers, nous avons les Davosiens, ce sont les multinationales. Hein. Les Davos, c'est ça. Nous avons la Big Pharma, c'est la même chose, hein, il y avec eux, et les pantins politiques dans tous les pays qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui sont utilisés, employés, comme ce qu'aurait dit Aristote, comme des mains et des doigts qui vont exécuter ce qu'il faut. Et là, et justement, les plus malades et les plus, comment dire, les plus psychotiques, les plus pervers sont au niveau de la conception, c'est-à-dire, ça c'est le centre du mal, mais les bras et les jambes qui exécutent, c'est aussi des profils particuliers. Et d'un côté, puisqu'on a commencé avec la psychiatrie noire, d'un côté, la psychiatrie noire emploie toutes ces méthodes et programmes contre l'humain, tout ce qui est interdit, comme je viens de dire, choc, confusion, répression, dépersonnalisation, isolation, humiliation, lavage du cerveau, l'eugénisme, tout ce que vous voulez, Ouais. l'appellation sensorielle, évidemment. Et en même temps, ils font le tri, ils font la sélection des profils pathologiques. Ça, c'est un autre domaine. C'est tout un métier. Ils Et vont les ça, recruter dans les universités, leur donnent des bourses d'études. ah, bien avant, dans les écoles secondaires déjà, surtout dans les pays pauvres, partout d'ailleurs, mais surtout dans les pays pauvres, ils offrent des avantages, des bourses, ça commence comme ça. Et ensuite, c'est aussi un programme hein, très bien étudié où il n'y a pas d'hasard. Tout est étudié, tout est programmé et on sélectionne ceux qui ont, comme on dit, les profils très particuliers. C'est-à-dire, on sélectionne des cas, des pervers, des psychopathes, des hystériques, des mégalomanes, des pédophiles. Bah, excusez-moi, mais c'est aussi ça, des pédophiles, des zoophiles, des nécrophiles, ça viendra après. Enfin, en tout cas, ça, ils ne peuvent pas savoir dès le départ qui est qui, mais déjà dans les écoles, moi je sais parce que mon métier c'était de tester les gens. Malheureusement, j'aurais dû faire ça l'intelligence, les tests cliniques, à un moment donné, c'était notre métier. Mais Et Madame Mila, est-ce qu'ils vont chercher ce genre de profil pervers, mégalomane, bon, toutes les vices contre nature? Est-ce que c'est une façon de les harponner, d'avoir des squelettes dans le placard pour mieux les commander, puisque quelqu'un qui a une morale ne va pas aller se mettre dans des situations compromettantes, alors que ces gens-là passent leur vie à se mettre dans des situations compromettantes? mais évidemment, C'est ça, évidemment, hein? évidemment, vous avez donné la réponse. C'est la stratégie de l'homme de paille. Voilà. C'est la stratégie de l'homme de paille, c'est-à-dire, et les Chinois avaient ça dans leur stratagème, ils appelaient ça tuer avec un, enfin, comment ils appelaient ça, c'était un stratagème, je ne me souviens plus quel numéro en fait, finalement, on s'en fout, ils appelaient ça le tuer avec le couteau emprunté. Voilà, c'était une conception l'art de la guerre de Sun Tzu. Ouais. Nous, on appelle ça, dans la criminologie, enfin, les collègues criminologues appellent ça l'homme de paille.
Oui. Oui, évidemment, ce sont ceux qui ne peuvent pas refuser de réaliser, d'exécuter des besognes pas très nobles et parfois très sales. Madame Mila, il nous reste quelques minutes. J'ai deux dernières questions parce que vous avez répondu à toutes mes questions. C'est génial. Il y a deux questions. Donald Trump, c'est un personnage. Je ne suis pas du tout fan de Donald Trump. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui aiment beaucoup Donald Trump, mais ce personnage-là me sidère. Il a, je sais- j'ai pris position par rapport à cet homme-là, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi j'en arrive à classer cet homme-là dans les, je sais pas psychopathe, mais en tout cas, je veux pas trop aller loin là-dedans. Puis ma dernière question, ça va être la finale. Je veux que vous reveniez sur l'expérience de Milgram. Oui. Pourquoi il y a un petit pourcentage de gens qui résistent et qui n'embarquent pas dans la programmation. Fait que si vous êtes d'accord, je vous laisserai parler de Donald Trump. D'accord. J'essaie de vous répondre. Écoutez, j'avais donné quand j'ai parlé avec Monsieur Brochu et avec Monsieur Cerise, je crois qu'on avait donné quelques profils. Voilà, c'était les gens, c'était très ceux qui étaient beaucoup plus faciles à comprendre. Donald Trump n'est pas tout à fait facile à comprendre. Ce que je veux dire au départ, tout, pour le début, c'est que il n'est pas psychopathe. Il n'est pas psychopathe, il n'est pas pédophile. Excusez-moi d'être aussi rude dans le début, mais c'est très important d'éliminer déjà quelque chose. Euh, je sais pourquoi je dis ça, parce on l'associe toujours avec, dans l'affaire Epstein, etc., et Bill Gates, et avec tous ces gens qui abusaient les jeunes filles, etc. Non, c'est pas son cas. Il était dedans, il était avec ces gens-là, mais il n'est pas cette catégorie-là. Ce qu'on peut dire pour Trump, pourquoi il n'est pas, je dis, pour faire très simple, il n'est pas psychopathe parce qu'il a des émotions. Et parce je vais vous dire pourquoi. Je crois que c'est un homme, déjà, c'est un homme du système. Ça, c'est évident que c'est un homme du système et on ne parle pas politique, donc c'est peu importe. Moi, si j'étais aux États-Unis, moi, je serais plutôt pour, je ne sais pas, pour rendre des centimes. Mais enfin, bon, comme je ne suis pas américaine, je ne parle pas de ça, on s'arrête là, c'est pas le politique qui nous intéresse. Trump a le narcissisme grandiose. Oui. Ça, c'est un côté important. C'est pas tous les psychopathes sont des narcissiques. Mais tous les narcissiques ne sont pas des psychopathes. Donc lui, il a le côté narcissique grandiose, mais c'est pas la psychopathie. Il n'est pas psychopathe, je vais vous dire pourquoi. Euh, il a, il est l'image des USA. C'est l'image américaine en bien et en mal. D'un côté, c'est un John Wayne. C'est un homme rude, cruel, vous voyez, abus de pouvoir, provocateur. Mais c'est quelque chose qui était nourri et comment dirais-je, c'était bien vu aux États-Unis, cette image seul contre tous. Hein, c'est un petit peu ça. Et en plus, rude parce que c'est un cowboy. En fait, c'est ça. Hein, c'est à l'américain à la source. Il a le sens exagéré de l'importance de soi. Ça, c'est évident. Oui. L'égocentrisme, c'est évident. Hein. De toute façon, il est riche, il est richissime, il est au pouvoir, il est l'homme de système. Il est à côté quand même, il est différent des autres, mais il est dans le système aussi, tout aussi. Il a la tendance à interagir avec les autres d'une manière antagoniste. Donc, c'est toujours la provocation, c'est toujours les... Mais, malgré tout ça, il a des émotions. Et là, je ne peux pas le comparer avec un Schwab qui est un assassin, comment dirais-je, pur et dur, qui est Non, non, on froid. est ailleurs. Ça, j'en doute pas Je qu'on ne est peux pas ailleurs. le comparer avec Anthony Non, Fauci aussi, qui n'a aucun sentiment de culpabilité, aucune empathie avec les gens, aucune exact. émotion. Je ne Bill peux pas le Gates. comparer avec Bill Gates, qui est un Exact. nécrophile joyeux. Bon, euh, peut-être que vous savez que dans le programme Mind Control aux États-Unis, il y avait un programme qui s'appelait les mannequins présidentiels, les modèles de la présidence. Les mannequins présidentiels, c'est un programme des jeunes filles, enfin des jeunes femmes plutôt,
qui était destiné à l'époque, c'était un programme très particulier dans le mind control, c'était pas Monarch, Artichoke et Bluebird, Z, Alpha, Beta, ils avaient beaucoup de, là on n'a pas le temps de parler de tout ça, peut-être une autre fois, mais enfin, il y avait un programme avec les mannequins, c'était les jeunes filles et les jeunes femmes des pays de l'Est, surtout des pays pauvres, qui étaient prises pour être éduquées, entretenues par les services américains à l'époque pour servir comme espionne à l'époque. C'était pas les technologies d'aujourd'hui, c'était surtout le facteur humain et le facteur femme, évidemment. Donc, pour servir comme espionne, pour servir pour les divertissements, malheureusement pour l'abus aussi, etc. Et elles étaient malheureusement consommées, etc., etc. On sait très bien, c'était pas la pédophilie, c'était pas les filles très jeunes, bas âge, mais des étudiantes, les mannequins, etc. Eh bien, ce programme était terrible, en fait, très cruel. Il y avait beaucoup de filles pauvres qui étaient complètement perdues, devenues totalement folles, psychotiques, etc., abusées, consommées, utilisées, jetées après. Jetables, elles étaient jetables. Et toute affaire Epstein, machin, tout ça, ils sont dedans. Seulement, il y avait une fille qui était Mélania. sauvée par Trump. Voilà. Mélania. Elle est sauvée par lui parce que lui, il a compris qu'elle avait le même destin et il l'a tirée. Et là, il suffit ce moment-là pour comprendre que c'est un homme qui avait des émotions et qui les a. Et d'ailleurs, Mélanie est très intelligente, c'est une femme très intelligente, mais elle avait ce destin, elle était programmée pour être ça, pas plus de ça, une mannequin comme les autres. Comme, vous voyez, hein, ça, c'est lui qui l'a tirée, c'est lui qui l'a sauvée. Et ça me suffit pour dire que c'est pas un psychopathe. Maintenant que c'est un narcisse et que c'est un provocateur, que c'est un égocentrique, enfin tout ça, bon, et en même temps, il est, comme je viens de dire, richissime, il peut se permettre. Mais il est différent. Il est différent des autres parce que c'est un homme de fer et il ne vient pas de ce mal politique. C'est pas un homme programmé, reprogrammé qui est venu de cette source la même, hein, les Davosiens, le Pentagone et tout ça, c'est quand même un homme d'affaires qui est venu de côté. Hein. C'est self-made man. Donc, il est différent. Il est différent En et même pourquoi temps, il est... s'il est toléré là où il est, c'est qu'on le tolère. euh, Moi, je pense que c'est un idiot utile, idiot entre guillemets, mais moi, je le crois comme tous les utile. gens du système. C'est ça, Comme tous c'est les ça, gens du système. c'est ça. Il est utilisé et il utilise les autres aussi. Mais j'ai voulu dire, il est dans le système, il n'y a aucun doute. Mais je voulais dire quand même qu'il y a une petite nuance qui le différencie de ceux qui sont vraiment très cruels. Et Psychopathe. lui, c'est pas ça. C'est Non, un non, autre. je comprends. C'est un arriviste dans un autre sens. Évidemment, il est utilisé parce qu'il fait partie du système. Mais j'ai voulu accentuer ce côté-là que lui, il a quand même quelques émotions, donc il ne peut pas être dans cette catégorie des psychopathes purs et durs. Ça, c'est pas le D'accord, cas. d'accord. Maintenant, vous savez, vous m'avez demandé, je pense que vous m'avez posé une question ça m'a marqué beaucoup parce que j'ai vu que vous étiez vraiment, il y avait un côté très spirituel dans cette question. Je crois que vous m'avez posé la question, est-ce que les psychotiques sont dépossédés ou est-ce qu'il y a à côté démons voilà, je Ouais, sais je pas me comment. demandais, c'est quoi la limite entre, au niveau de, dans votre domaine de la psychopathologie versus le domaine des influences démoniaques ou des possessions démoniaques? Moi, je voulais savoir, est-ce que vous vous questionnez dans la science psychiatrique, est-ce qu'il y a des constats qui ont été faits? Ben, écoutez, notre science, c'est le vieux métier des prêtres, finalement, surtout dans les monastères orthodoxes au Moyen Âge. Hein, eux, ils faisaient la première psychothérapie est née là, tandis que nos frères à l'Occident faisaient les expériences avec la matière, c'était l'alchimie. Et dans les monastères à l'Est, c'était l'âme humaine. La vraie psychothérapie est née dans cette tradition-là, au sens large du mot. Écoutez, tout état psychotique et surtout la psychose aiguë, hein, je ne parle pas de la psychopathie. Donc, encore une fois, la psychopathie, c'est une malformation du caractère depuis l'enfance. Et c'est quelque chose qui, plus ou moins, si c'est le vrai psychopathe, n'est pas traitable. Parce qu'il n'y a pas de super-ego, il n'y a pas de morale, il y a souvent très peu d'émotions.
Donc ça, à part. De l'autre côté, ce sont les psychoses affectives qui sont des maladies des émotions. Et on les traite et on les guérit. Et là, c'est la paranoïa, schizophrénie, manie, dépression, tout ce que vous voulez, avec toutes ces sous-espèces. Là, ce sont les psychoses affectives. Et les psychoses affectives, surtout les psychoses aiguës, dans toute psychose aiguë, vous avez une possession. Moi, je dirais plutôt que toute psychose est possession par le mal ou par la culpabilité. Parce que, vous savez, dans une psychose, un schizophrène, si la psychose aiguë s'est déclenchée, il n'est plus lui-même. Il dit, j'entends des voix, c'est quelqu'un d'autre, je suis possédé. C'est pas lui. C'est pas lui qui parle, c'est pas lui qui entend. C'est Et donc après, si ces personnes sont guéries après, ils se souviennent de ces épisodes des psychoses aiguës comme de quelque chose de très étrange. Ils disent, c'était pas nous, c'était pas moi. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y avait quelque chose qui est entré en moi parce que j'étais coupable. Parce que tout malade est coupable. Il est coupable envers soi-même. Il ne vit pas la vraie vie. Il vit la vie de quelqu'un d'autre. Il vit une fausse vie. La motivation des psychotiques est fausse. C'est pas la vie qu'il va vivre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un crack. C'est ça. C'est ça. Comme si le Dieu, comme disait Spinoza, le Dieu de la nature, comme s'il disait, ça passe plus. Là, tu dois changer. Soit tu meurs, soit tu changes. Tu vis une autre vie. C'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. La motivation, il y a un excellent livre de Paul Deal, la motivation qui pourrait être totalement, comment dire, vous savez vraiment, quand vous regardez ces gens-là, vous les guérissez, ils sont doublés, triplés, il y a toutes sortes d'influences et le mal comme entité entre en eux. C'est-à-dire que maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que Fait que c'est vous le mal? croyez en tant que psychiatre qu'il y a vraiment des influences démoniaques dans certaines maladies mentales, dont C'est un la autre schizophrénie? langage. C'est un autre langage pour le même phénomène. Et moi, je n'ai jamais sous-estimé ce langage parce que je sais que c'est très important. C'est parce que moi, je suis psychiatre anthropologique et j'ai travaillé avec toutes les nations, avec toutes les races. Les races, au sens scientifique, n'existent pas, mais je travaillais avec, on dit les races, j'ai travaillé avec toutes les traditions, avec tous les héritages, avec tous les archétypes. Je travaille avec les gens de l'Afrique, les Chinois, les Japonais, les Tamouls, les Russes, les Serbes, les Français. Et l'héritage n'est pas le même forcément. L'archétype universel est le même. Mais il y a des différences dans la manifestation de la psychose. L'opérationnalisation de l'état psychotique et la douleur est la même, mais l'opérationnalisation est différente. Et pour comprendre ces gens-là, moi, j'avais les Africains devant moi qui me disaient qu'ils avaient des rituels et je savais qu'ils avaient raison quand ils parlaient de cette possession. Et ils étaient totalement, ils n'étaient pas eux-mêmes dans un état psychotique. Si la personne est guérie, elle vous raconte que c'était quelque chose d'étrange. Euh, Maintenant, c'est un sujet beaucoup plus vaste. On n'a pas le temps pour la description. Ça, on pourrait faire une autre Les émission causes du là-dessus. mal, les causes du mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la karma dans l'ancienne théorie de l'Orient lointain, la karma, la première théorie de la psychologie, quand il parle de la karma, c'est le destin moral de la personne. Le destin moral qui dépend des actes. C'est-à-dire que est-ce qu'elle peut éviter un destin? C'est un problème qui est aussi lié à la question du libre arbitre de notre volonté. Est-ce que nous sommes vraiment... Ce problème que vous avez posé, c'est aussi le problème qui est lié à la liberté humaine. Est-ce que nous sommes libres ou tout est déterminé dans un certain sens et nous sommes obligés de souffrir à cause de péchés de nos ancêtres? Ça, c'est un problème beaucoup plus large. Et Ouais. il y en a qui pensent ça et qui savent très bien, parce que l'inconscient est individuel, familial et collectif. Mhm. Et si quelque chose n'est pas réglé dans une famille à travers plusieurs générations, euh,
ça se manifeste toujours sur la troisième, quatrième, cinquième génération. Il y a Ouais. quelque chose qui n'est pas réglé et toute nouvelle génération va souffrir. Et là, vous avez aussi ce côté-là, ils disent, ben, je suis possédé par le péché de mon ancêtre, par exemple. Et ça arrive empiriquement. Quand je regarde factuellement ce qui se passe, vous avez le même problème. Moi, j'ai trouvé le même problème chez une femme qui voulait un divorce. Ben, c'était trop compliqué. Elle était devenue totalement folle, etc. Son arrière-arrière-grand-mère avait exactement le même problème. Exactement le même. Comme si il y avait un mal qui n'était pas résolu dans cette lignée familiale et un inconscient qui, comme disait Sandy, psychanalyste Sandy, en croit, qui se répète jusqu'à la, comment dirais-je, euh, il faut purifier quelque chose. Vous Ouais, savez. ouais. Et là, ce problème est lié à cette possession. Mais en tout cas, tout état psychotique aigu est une possession du mal ou de la culpabilité, parce que quand on est dans la psychose aiguë, ça veut dire qu'on est coupable. On est coupable. On est coupable envers les autres ou envers soi-même, Je souvent comprends. envers soi-même. Et donc, moi, je ne sous-estime pas ce langage. C'est un autre langage pour expliquer le même phénomène. Le même Ben, phénomène. Madame Milas, il va falloir que je vous réinvite pour qu'on parle de ce seul sujet-là qui est vraiment à développement et qui est passionnant. Je vais nous amener vers la conclusion, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Euh, Quel est le pourcentage, selon vous, dans les populations occidentales qui n'obéissent pas au programme? Peut-être se référer à l'expérience de Milgram et que- qu'ont ces individus-là pour résister et dire non, moi, moralement, je n'accepte pas ça et qui vont accepter de se battre. L'expérience de Milgram a montré que la majorité se conforme, mais qu'il y a une minorité qui refuse d'obéir et qui est forte et il y a un certain nombre de personnes qui n'est pas si euh, c'est pas seulement une minorité, ils sont maintenant de plus en plus nombreux. Vous savez, dans l'affaire éthique et la morale, la majorité ne compte pas, hein. Jésus était un seul et tout le monde était contre lui quand le peuple devait voter entre Ouais. voter. Mais Barabbas. Jésus et Barabbas, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Il était tout seul. Mais après, l'humanité est partie derrière avec lui. Donc, c'est pas le nombre, c'est pas le quantitatif qui compte dans les affaires morales et l'axiologie. L'axiologie, c'est la science des valeurs, c'est le qualitatif. Et il y a des gens qui arrivent à rester humains, forts et courageux, même dans les circonstances extrêmes. C'est déjà Bruno Bettelheim, un rescapé des camps des nazis, a décrit ça dans ses livres. Comment on se comporte dans les Persécution. situations extrêmes. Voilà. La majorité craque, la majorité ne peut pas supporter, la majorité peut-être, bon, elle est perdue, elle s'en va, mais il y en a qui ont cette force et qui résistent. Et ce qui est l'optimisme d'aujourd'hui repose là-dessus. Parce que quand cette affaire Covid a commencé, on était peut-être une dizaine dans le monde à commencer à parler de ça. On était attaqués tous. Une collègue en France, il y en a au Canada, évidemment, en Russie, en Espagne, en Italie. C'était affreux. On était attaqués par les fact-checkers, par tout le monde, par les journaux, par les politiciens. Mais euh, nous avons, comment dire, ce qui est important, c'est de résister et de s'unir. Nous devons nous mettre ensemble dans ce combat, dans cette lutte. Il y a l'alliance des âmes libres. Ouais, il y a l'alliance des âmes libres. Et au moment où les personnes se mettent ensemble, c'est déjà une énergie énorme. Il faut absolument pas penser que c'est rien. L'énergie émotive, ce sont les obus, ce sont les missiles. Vous Oui. savez, l'énergie émotive des gens qui s'unissent.
que ce soit quelqu'un qui est au Canada, en Australie, je ne sais pas, vous avez vu Novak Djokovic, le tenniseur serbe en Australie, Ouais. et cette énergie avec laquelle il a refusé tout simplement. Il a dit non, je refuse, je ne prends rien dans mon corps. Vous me déportez, mais je ne prends rien. Il y avait ça, c'était un exemple, et nous étions tous ensemble unis sur tous les continents. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que cette énergie spirituelle, cette énergie émotive et spirituelle qui se traduit en énergie physique, si vous êtes dans le monisme, c'est la même énergie. Elle devient tellement forte à un moment donné, le paradigme entier commence à changer. Et là, vous avez petit à petit, c'est comme le paradigme de toute l'histoire humaine, hein, la minorité qui, au bout d'un moment, tout le monde vous dit on était avec vous, on n'a pas compris, on vous croit, etc. Moi, je crois qu'il faut se mettre ensemble. On n'est pas si, on est assez nombreux aujourd'hui. Les gens ont compris. La majorité aujourd'hui est totalement psychologiquement vaccinée et bien vaccinée contre le mensonge et contre l'ingénierie sociale et contre cette opération. J'ai l'impression que toute cette opération finalement a failli. Malheureusement, il y a des morts. Ben, ils ne nous ont pas écoutés. Tant pis, c'est comme ça. C'était leur destin, leur karma. Voilà. Euh, mais les gens braves et courageux existent et leur énergie, peu importe qu'ils sont minoritaires, l'énergie est énorme. Je n'ai jamais sous-estimé l'énergie psychique. Elle se traduit en énergie physique et ça devient très, très fort, peu importe où vous vivez aujourd'hui. Et dans ce cas-là, bon, dans notre vie humaine, il n'y a rien, il y a que l'amour et la création, il n'y a rien d'autre. Hein. Enfin, ça, c'est tout ce qu'il y a. J'ai l'impression que tous ceux qui sont créatifs, qui ont une transcendance, qu'ils soient athées ou croyants. Moi, je suis croyante, mais il y a des gens qui sont athées, mais qui sont très, comment dirais-je, quand même très spirituels. Hein. Ouais. Et si vous avez la transcendance, si vous êtes dans cette verticale, euh, personne ne peut vous tromper. Mais Madame Gregg, Vous n'avez peut-être pas les preuves, mais vous avez le sentiment qu'il faut éviter quelque chose. Et les preuves viennent après. Mais au départ, vous avez un sentiment euh, que vous allez être trompé. Et là, c'est un alarme qui vous sauve dès le départ. C'est la spiritualité, la transcendance sont des clés pour déchiffrer la force de ceux qui peuvent se battre et tout à qui fait peuvent d'accord. vaincre. Moi, Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, puis je dis aux gens, faut pas se préparer à renverser la vapeur. Le sort de notre monde est déjà scellé. On n'arrêtera pas les hommes de Davos, on n'arrêtera pas ce non, cycle-là qui revient depuis la nuit des temps. voilà, Par voilà. contre, il faut se préparer à la résistance psychologique et la résistance spirituelle, le combat spirituel. Puis moi, je vais même jusqu'à dire, il faut se préparer aux persécutions. Il faut se préparer à être persécuté. On l'est déjà. Oui, vous avez tout à fait raison. Eux, ils ne vont pas s'arrêter. Et Ils ne peuvent voilà. pas aller en arrière et ils sont inconscients et dans leur délire. Et tant mieux, parce qu'ils vont aller jusqu'au droit dans le mur. Mais ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça. Et l'union entre nous, c'est ça qui est très important. Parce que quelle est leur arme la plus cruelle? C'est isoler les gens. Exact. C'était ça le but, de nous isoler, de faire des électrons libres de nous. Mais ça n'a pas réussi. L'union, je dis encore une fois, l'alliance des âmes libres. Et maintenant, La il faut preuve, c'est nous deux. Vous êtes à Belgrade, je suis au Québec, puis on a ce même discours-là, cette même unité de cœur ou d'âme, puis on se le partage, puis c'est vrai que ça donne de la force. C'est une, voilà. ça nous réconcilie en quelque sorte. Tout à fait. Et là c'est quelque chose ça se propage d'une façon géométrique. Vous ne pouvez plus arrêter. Lorsque le souffle de la liberté arrive, c'est aussi, il ne peut plus rien faire contre nous, en fait. Ils vont pas s'arrêter, mais nous non plus. Exact. Et il y aura un changement de paradigme. Vous savez, l'instinct de vie,
doit quand même vaincre sur l'instinct de mort, sinon on ne saura pas, À hein. quoi ça sert? C'est ça. Voilà. Et nous, ben là, là c'est la déontologie, hein. Il n'y a pas de relativisme. Je continue le combat. Et quand on continue, soit on va tous disparaître, soit on va vaincre. Je suis sûre que ce sera la deuxième chose parce que finalement, l'instinct de vie va absolument vaincre. Et puis, vous savez, tous ces criminels, ils pensent qu'ils vont fuir, qu'ils vont éviter leur destin. Mais moi, je finis toujours avec la fameuse phrase que j'adore, la phrase de La Fontaine qui dit, on arrive, on rencontre sa destinée par les chemins pris pour l'éviter. Et ils vont la rencontrer. Ça, je suis Absolument. ça Absolument. commence déjà, hein, ça commence déjà. Le procès à Bill Gates, ben, ça a commencé à Paris. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que c'est quand même un richissime. Mais ça a commencé. Il y a quand même un tribunal qui a accepté d'ouvrir le procès contre lui. C'est quelque chose. C'est quelque C'est chose. la victoire de la bienveillance, de la bonté, de l'amour des uns des autres. Ça, on pourra jamais nous l'enlever. Jamais. Puis Voilà. moi, je le dis souvent, c'est pour ça que je vais me battre. Je vais me battre jusqu'à ma mort, non pas avec des armes, j'en ai rien à foutre des armes, mais je vais me battre Voilà. pour incarner les valeurs chrétiennes qui m'habitent. Puis ça va être jusqu'à ma mort. Ne serait-ce que Complètement. ça va avoir été un beau combat. Ben, évidemment. Donc, la première chose, c'est expliquer ce que je viens de faire. Expliquer, décortiquer, euh, alarmer les gens, leur expliquer le mensonge, ils sont trompés, expliquer, décortiquer, et ensuite s'unir. Et Voilà. voilà. Et surtout, surtout, être dans cette spiritualité, parce que Oui, c'est une énergie énorme. oui, Énergie physique, pour ceux qui pensent que c'est quelque chose de... Non, c'est tout à fait physique. oui. Et voilà, je dis encore une fois, les esprits unis dans un combat, ce sont les missiles. Vous savez. J'aime bien. Ça va être notre mot de la fin, Madame Mila. C'est un très beau mot de la fin pour faire un petit lien avec la guerre qui se profile ou qui est déjà là, parce qu'il y a certains peuples qui sont déjà en état de guerre. Je vous remercie beaucoup. Ce fut une belle rencontre. Je suis vraiment heureuse de vous connaître. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler pour vivifier ce discours-là, encourager les troupes parce qu'il y a des gens qui trouvent ça très difficile, que pour le moral, c'est difficile. Mais je pense que si ils voient des femmes comme nous qui gardons le positivisme puis le combat au cœur de nos vies, ben ça peut inspirer. Ben, amen. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci de m'avoir invité. Et bah, évidemment, on va rester en contact. Si vous voulez, on peut continuer plus tard avec d'autres présentations. Parce il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, saluer tous les gens autour de vous, tous vos compatriotes et vos collègues, et tous ces braves esprits qui sont avec nous et qui nous écouteront. Je Ben, suis merci. Fait qu'on se dit à la prochaine. À la à prochaine. la prochaine, tout à fait, à la prochaine. Je Bye suis bye. là et volontiers, c'était un grand plaisir pour moi pour Madame. saluer votre pays aussi. Bon, ben, à Résistez. la prochaine, Madame Mila. Bye bye.